16 neuvième, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16 neuvième, votre rendez-vous sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com ou l'application Radio Grand Lac sur tous vos smartphones préférés. L'équipe est au complet ce soir, Guillaume est là, Vincent est là, je suis là, c'est formidable. C'est formidable, oui, bonsoir Kevin, bonsoir Vincent. Bonsoir Guillaume, bonsoir Kevin et bonsoir aux auditeurs. Voilà. Et on est ravis de se retrouver. Alors, la semaine dernière était très chargée. Tout à fait. On a eu une émission classique, on va dire, avec Vincent mardi dernier. Par contre, vous avez pu interviewer Patrice Lecomte pendant plus d'une heure. Pendant Tout à fait. Quelle régalade, oui, on va dire. Très très bon moment. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le replay de cette interview sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Voilà, on en profite toujours pour remercier évidemment Patrice Lecomte d'être venu, mais aussi toute l'équipe de l'ATCA, en particulier Pierre-Yves qui était présent à l'interview. Et nous avons pu assister à ce festival pendant tout le week-end dernier. Nous avons passé un très très bon moment. Oui, très très bien organisé, très sympathique en tout cas, à refaire avec grand plaisir. Je ne sais pas qui sera le prochain invité parce que Pierre-Yves n'a pas voulu nous donner ses pistes de réflexion. Moi je lui ai dit invite Clint Eastwood, mais il m'a dit je suis pas sûr que tout de suite ça se fasse. Voilà. Mais nous on est prêts en tout cas à recevoir qui de droit sans problème. Maintenant on est rodé là cette fois. J'espère que tu seras là cette fois mon cher Kevin. Et bien sûr, j'ai pas de concert avant. non, c'est cet été les concerts, donc normalement il y aura pas de souci puisque la prochaine édition aura sans doute lieu septembre-octobre, donc voilà. Normalement je devrais être là. Il n'y aura pas de problème. Bon, parfait. Bien évidemment, on va reprendre le cours de notre émission, émission classique, avec, pour commencer, nous en parler des sorties de la semaine, puis ensuite nous reviendrons sur les sorties de la semaine dernière pour donner nos avis. 2 films en particulier, Challengers et Back to Black, le biopic sur Amy Winehouse. Et pour finir, nous ferons un focus sur Ryan Gosling, puisque... Il sera là. Il est là dans notre studio. Fais un accent anglais. Bonsoir, j'adore France. I'm so happy to be here. And we speak... Fall Guy. Ouais, c'est Ryan Gosling, là. Il n'y a pas de doute, là. Exactement. Mais je vous ai préparé sa petite bio rapide, quand même. Oui, parce que... Alors, il y a plein de choses à dire sur Ryan Gosling. Il fait l'actualité en ce moment. Oui, tout à fait. Eh bien, nous allons commencer sans plus tarder par les sorties de la semaine. Vas-y, oui, parce que sort cette semaine Fall Guy de David Leitch avec Ryan Gosling, donc Emily Blunt et Aaron Taylor-Johnson. Donc, c'est l'histoire d'un cascadeur et comme tous les cascadeurs, il se fait tirer dessus, explosé, écrasé, jeté par les fenêtres et tombe toujours de plus en plus haut. Pour le plus grand plaisir du public. Après un incident qui a failli mettre fin à sa carrière, ce héros anonyme du cinéma va devoir retrouver une star portée disparue, déjouer un complot pour tenter de reconquérir la femme de sa vie, tout en bravant la mort tous les jours sur le plateau. Que pourrait-il lui arriver de pire? On écoute un extrait. C'est un truc de dingue, frérot. On a de la drogue, des méchants et un meurtre. C'est quoi un crime glacé? Vous avez dit crème ou crime glacé? Non, j'ai dit crime. D'accord, vous articulez pas très bien, je vais pas signaler une crème glacée. Oui, ça j'avais compris. Tant mieux. Vous retrouverez bien évidemment ce film dans tous vos plus grands cinémas, l'Étoile du Lac et le Pâté Chambéry, sachant qu'il y a une avant-première aux Toiles du Lac ce soir à 21h15, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et une qui a déjà commencé il y a 1 heure en VO. Très bon, voilà. Et sachant que le film est validé par Steven Spielberg. Ah bon? Oui, il est... T'as pas entendu cette anecdote? Non, je t'avoue que les films validés par des réalisateurs, j'y écoute plus trop. Alors Ryan Gosling, pour la petite anecdote, en fait, je crois que c'était vers la cérémonie des Oscars ou quelque chose, en fait, a vu Spielberg un peu foncer sur lui et lui a dit « J'ai vu The Fall Guy et c'est génial ». Bon, on va pas trop en dire parce que si on en parle tout à l'heure, on va pas plus en parler. Bien sûr, maintenant. Bien sûr. Autre sortie. Un petit truc en plus. Distribué aux Toiles du Lac et au Pâté Chambéry. 2 et avec Artus et aussi Clovis Cornillac et Alice Belledy. Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes est d'une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. On écoute un extrait. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Tiens. Et hop.
Allez, on se casse. Allez. Merde, il y a plus la bagnole. T'es garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents, là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? Je vous présente Sylvain, les copains. Bon, on peut y aller, là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Voilà. Comédie plaisante, sûrement. Non, mais moi j'avais vu la bande-annonce, je trouvais ça rigolo et bien enlevé. Peut-être que J'ai failli participer au tournage. On m'a appelé, mais la veille pour le lendemain, malheureusement, je n'ai pas pu y participer. Alors, je sais pas dans quel registre tu aurais joué. Non, c'était pour faire. On va pas s'avancer. On s'avance pas parce que je te signale Et c'était pour faire dans une fête quelque D'accord, chose. Je ne sais pas. Sachant que tous les acteurs, évidemment, qui jouent dans. Enfin, j'allais dire tous les acteurs sont handicapés. Non, tous les acteurs qui jouent des handicapés sont handicapés dans la vraie vie. Effectivement. Non, mais il y a un côté sympathique par rapport à ça, justement, et la bande-annonce me plaisait assez bien. Désolé à tous les. Non, c'est une très bonne critique quand même de dire tous les acteurs sont handicapés, donc ça a l'air d'être un bon film. Allez-y. Hein. Excusez-moi. Bon, autre sortie, par contre là on est dans le film d'horreur, c'est Les Cartes du Mal qui s'appelle en VO Tarot. Vous comprenez mieux pourquoi on l'a pas appelé comme ça en français. C'est réalisé par Anna Alberg et Spencer Cohen avec Harriet Slater, Aidan Bradley et Avantika Vandanapu. L'histoire, quand une bande d'amis transgresse sans scrupule les règles du tirage du tarot, suit une seule règle. Évite le danger, ne tire jamais des cartes que tu as trouvées. Ils libèrent à leur insu un esprit maléfique piégé dans les cartes maudites. Un par un, ils découvrent le sort qui les attend et se retrouvent dans une course contre la mort pour échapper aux prédictions de leur tirage. On écoute un extrait tout de suite. Carte forme un cercle. Puis au centre, une autre est placée. Avec cette dernière carte, l'interprétation peut commencer. C'est terrifiant. Ouais, ce jeu de cartes est bizarre. Où tu l'as trouvé? Il y a une règle tacite. Bon, on va pas se mentir, ça a pas l'air extraordinaire. Le film d'horreur de la semaine, quoi, le truc tout pourri. C'est un peu ça. On n'a pas encore fait sur le tarot, du coup. On dirait Destination Finale dans le synopsis en plus. Oui, la seule chose qui change, c'est les cartes, quoi, en fait. C'est ça. Ça a l'air d'être encore bateau. On avait fait le Ouija, on n'avait pas encore fait le tarot, du coup c'est le tarot. J'ai hâte du film d'horreur sur la bonne paye, quand même, ça peut être sympa. Le Monopoly, tu sais, la version hard. Oh, il y a un public pour ce genre de cinéma aussi, bien hein, sûr. Forcément. Donc, sûr, ça C'est vite produit, vite rentabilisé, normalement, ce genre de truc. Si vous avez envie de le voir, foncez-y. Toile du Lac et Pâté. Voilà. Chambéry. Voilà. Autre sortie, donc on a Petite Main de Nessim Chikawi avec Corinne Maziero, Lucie Charles Alfred et Marie Sona Condé. Rien n'avait préparé Eva à l'exigence d'un grand hôtel. En intégrant l'équipe des femmes de chambre, elle fait la connaissance de collègues aux fortes personnalités. Safietou, Aïssata, Violette et Simone. Entre rire et coup dur, la jeune femme découvre une équipe soudée et solidaire face à l'adversité. Lorsqu'un mouvement social bouscule la vie du palace, chacune de ses petites mains se retrouve face à ses choix. On écoute un extrait. Ça, c'est attitude palace, c'est classe. T'as attitude palace, toi? 9008 la nuit. Bienvenue dans un palace. Violette, aidez-moi. Non, je touche pas à ça. Mais c'est pas vrai. Je touche pas à ça. Jamais. Ce sera disponible dans vos plus grandes salles, l'Étoile du Lac à Aix-les-Bains ou au Pâté Chambéry. Personnellement, Non, pas trop envie. Ça ressemble à un synopsis des plus classiques de l'opposition dans la lutte des classes, on va dire. Voilà, exactement. Et qu'on a vu assez souvent. Moult fois, Oui. mon Dieu. Peut-être que c'est bien traité malgré tout. Moi, j'ai toujours peur dans les bandes annonces qu'on nous montre le meilleur et puis qu'une fois qu'on voit le film, et ben effectivement, on n'a plus qu'à. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est souvent le cas. C'est ce que je reproche un peu à ces bandes annonces. C'est pas faux. Alors, et maintenant, Jusqu'au bout du monde, distribué au Victoria et à l'Astrée, 2 et avec Viggo Mortensen et aussi Vicky Krieps et Solly McLeod. L'Ouest américain dans les années 1860, après avoir fait la rencontre de Holger
Olsen, immigrée d'origine danoise, Vivienne le Coudi, jeune femme résolument indépendante, accepte de le suivre dans le Nevada pour vivre avec lui. Mais lorsque la guerre de sécession éclate, Olsen décide de s'engager et Vivienne se retrouve seule. Elle doit désormais affronter Rudolf Schiller, le maire corrompu de la ville, et Alfred Jeffries, important propriétaire terrien. Il lui faut surtout résister aux avances plus insistantes de Weston, le fils brutal et imprévisible d'Alfred. Quand Olsen rentre du front, Vivienne et lui ne sont plus les mêmes. Ils doivent réapprendre à se connaître pour s'accepter tels qu'ils sont devenus. On écoute un extrait. Le bout du monde. On dirait un repère de bandits. Nous sommes une communauté tranquille. Et nous voulons le rester. Foutaise. Je cherche un emploi. Pourquoi? J'adore travailler et gagner mon propre argent. On cherche des hommes d'honneur prêts à se battre pour sauver l'Union. Un western un peu social, non? Quelque part. Oui. C'est un western pénible. Ah non, je trouve Peut-être pas. Peut-être pas. En tout cas, moi, je suis un fan absolu de Viggo Mortensen. Oui, aussi. Et je pense que vous aussi, oui. Très bon réalisateur. C'est son deuxième film et son premier. J'ai pas vu le premier. C'était Monsieur Fox, là? Non, c'était non, tu confonds avec Captain Fantastic. Captain Fantastic, mais c'est pas lui qui a réalisé. Moi, j'ai adoré ce film. Son premier film qu'il a réalisé, c'était Falling, avec lui et cet acteur qu'on a vu dans Aliens qui jouait l'android. J'ai perdu. Fassbender. Oui, ça y est, je vois ce que tu veux dire, mais. Lance Henriksen. Lance Henriksen et véritablement ce film était très 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 profond sur la relation entre un père et un fils qui ne se comprennent plus. Franchement, un gars talentueux, ce Viggo Mortensen, autant en tant qu'acteur que réalisateur. Réalisateur, faudrait que je voie son film personnellement. Mais... Et franchement, l'idée de découvrir un western de lui, ça me botte bien en fait. Moi j'aime bien les westerns qui pétardent. Et puis il en a déjà fait, lui, personnellement, des westerns, je crois. Appaloosa. Appaloosa, voilà. Ouais, j'ai cherché en même temps. Un côté western aussi. Hidalgo aussi, il avait raconté d'ailleurs l'anecdote qu'il avait débarqué sur le tapis rouge à cheval. Sauf qu'il exact. J'avais bien aimé. J'avais vu cette anecdote. Ah, je l'ai pas vu. Mais t'as jamais vu? Franchement, alors c'est pas le film du siècle. Il y a Omar Sharif. Mais il se tient bien. Je veux dire, cette course à travers le désert. Bon, petit aparté. On parle vite fait de ce film, mais moi je te le recommande vraiment. Ça se tire dessus, ça se fait des coups bas. Ouais, bien. À voir. Sympa. Autre sortie, une affaire de principe de Antoine Rimbaud avec Bully Lanners, Thomas VDB et Céleste Brunkel. L'histoire se passe à Bruxelles en 2012 quand le commissaire à la santé est limogé du jour au lendemain. Dans la plus grande opacité, le député européen José Bové et ses assistants parlementaires décident de mener l'enquête. Ils vont alors découvrir un véritable complot menaçant de déstabiliser les instances européennes jusqu'à leur sommet. On écoute un extrait. His directive was historic, a real blow to the tobacco industry. Je viens d'avoir des infos. C'est peut-être bien un coup monté. Monsieur le Président. Écoutez, M. Dalli n'a pas répondu aux critères du code de conduite des commissaires européens. Mais quels critères exactement? La Commission doit rendre les comptes au Parlement. Et Barroso, je suis désolé, il doit respecter la règle comme tout le monde. Qui êtes-vous, monsieur? Voilà, donc une intrigue politique pour un thriller, ma foi, assez intéressant. Et j'aime bien Bully Lanners. Donc, oui, puis ils prennent des risques, donc c'est pas mal. Moi, j'aime bien, pour une fois. Et à noter la présence de Joaquim de Almeida, que l'on connaît bien pour avoir joué dans La Cage Dorée en France, mais aussi pour avoir été je le connais pas, le méchant de Fast and Furious 5. Je m'étais arrêté au premier, donc je suis désolé. Je le vois plus là. Tu le vois plus, c'est pas grave. Il a fait beaucoup de films où il jouait le méchant latino de base. Mais c'est celui qui est dans tous les Michael Mann. Oui. Il est toujours dans un film de Michael Mann. C'est vrai. Voilà. Autre sortie. Donc nous avons le tableau volé de Pascal Bonitzer avec Alec Lutz, Léa Drucker et Nora Hamzaoui. Hamzaoui, je l'ai bien dit. Je me congratule, excusez-moi. Donc André Masson, commissaire-priseur dans la célèbre maison de vente Scotties, reçoit un jour un courrier selon lequel une étoile d'Egon Schiele. Une toile. J'ai dit quoi? Une toile, pardon, d'Egon Schiele aurait été découverte à Mulhouse. C'est chez un jeune ouvrier. Très sceptique, il se rend sur place et doit se rendre à l'évidence. Le tableau est authentique, un chef-d'œuvre disparu depuis 1939, spolié par les nazis. André voit dans cet événement le sommet de sa carrière, mais c'est aussi le début d'un combat qui pourrait le mettre en péril. Heureusement, il va être aidé par son ex-épouse et collègue Bertina et par sa fantasque stagiaire Aurore. On écoute un petit extrait, pardon. Allons-y.
clients. 99%, c'est un flou. Le garçon est ouvrier chimiste? Ouais, c'est presque un gosse. Ils sont morts de trouille. Bonjour. 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 Il est vrai. Vous l'estimez à combien? 10. 12 millions. Maman. On le croyait détruit. Voilà. Bon, ce sera disponible dans vos cinémas d'art et essai, donc au Victoria ou à l'Astrée. Et enfin, pour finir, la dernière sortie de la semaine, Vincent. Borderline, au Victoria et à l'Astrée de Chambéry, de Juan Sebastián Vázquez et Alexandro Rojas, avec Alberto Aman, Bruna Cusi et Ben Temple. Projetant de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis, Diego et Elena quittent Barcelone pour New York. Mais à leur arrivée à l'aéroport, la police des frontières les interpelle pour les soumettre à un interrogatoire. D'abord anodine, les questions des agents se font de plus en plus intimidantes. Diego et Elena sont alors gagnés par le sentiment qu'un piège se referme sur eux. Et donc pas d'extrait puisque le film est en langue espagnole et anglaise. Mais par contre, pour avoir vu la bande-annonce, ça a l'air assez stressant. Et pour avoir vécu quasiment la même expérience, je vous avoue que les douanes américaines, les interrogatoires sont assez déstabilisants. Oh, il est passé à la douane et il dit qu'il a été à Guantanamo. Là, il va faire quoi? Arrête. Oh là 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 là. J'ai souffert, j'ai cru que je rentrais. Hein. Oh là 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 là, ça y est. Enfin, et ben c'est tout pour les sorties de la semaine. Fall Guy, un petit truc en plus, les cartes du mal, Petite Main, Jusqu'au bout du monde, Une affaire de principe, Le tableau volé et enfin Borderline. On va se laisser sur une première pause musicale avant d'attaquer nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Et puisque Viggo Mortensen sort son nouveau film, quoi de mieux que de s'évoquer encore un petit souvenir lointain du Seigneur des Anneaux avec May It Be d'Enya. C'était la musique du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Excellent, on écoute ça tout de suite. Radio Grand Lac, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com et vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours avec Guillaume, Vincent et moi-même. Rebonsoir à tout le monde. Nous avons donc évoqué les sorties de la semaine dans la première partie et maintenant il est temps de donner nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Mais avant cela, on va peut-être faire un bref rappel des films que nous avons déjà évoqués dans d'autres émissions et qui sont toujours disponibles en salle. Qu'avons-nous, Guillaume? Oui, et alors on vous conseille toujours Il reste encore demain, donc le film italien que nous dont je vous ai confirmé qu'il est resté longtemps en salle et ça fait 2 mois. Oui, il est toujours à l'affiche du Victoria, si je ne dis pas de bêtises. Toujours Victoria, toujours à l'Astrée. Au moins une séance par jour. Ça veut dire qu'il a un sacré succès, effectivement. C'est extraordinaire. Tu l'avais dit, mais donc on a tout lieu de te croire. Nous avons toujours la comédie dramatique Nous les Leroy avec José Garcia et Charlotte Gainsbourg. Tout à fait. Le registre empathique et émouvant. Oui, c'est vrai. Et il y a toujours le film de Alex Garland, Civil War, qui personnellement, je vous entendais en parler la semaine dernière. Surtout Kevin, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Ah bon? Ah, pas du tout, non. Vraiment, c'est pas... C'est bien sympathique. Mais bon, et par contre, on est toujours mitigé concernant Godzilla X Kong, le nouvel empire, sauf Kevin, SOS Fantôme, la menace de glace, sauf moi, qui est plutôt bien apprécié pour le coup, enfin, qui trouvait ça sympathique. Et par contre, on est toujours mitigé également sur Le mal n'existe pas. Oui, nous on sommes conseille vraiment pour les sujets. Oui, c'est quoi? Mais je sais même plus ce que c'est. C'est le film de Ryusuke Hamaguchi, film japonais, dont une très chère amie. Oui, c'est endormi. Endormi devant. Mais d'ailleurs, il faut c'est pas Patrice Legond qui en avait parlé d'ailleurs. Si, il en a parlé rapidement en disant que c'était pas très bon. Ouais, il avait pas apprécié. Oui, tout à fait. Oui, il en a parlé rapidement parce qu'il me demandait si on avait accès facilement à plein de films d'auteurs et tout ça. On disait qu'entre Aix-les-Bains et Chambéry, ça allait. T'as vu comme que je l'ai bien placé, à nouveau. Et du coup, il a dit, moi récemment, j'ai vu Le mal n'existe pas, j'ai pas trouvé. Oui, il avait pas aimé, oui, tout à fait. J'ai le même avis que Patrice Legond, voilà. Tu vas nous parler par contre des dernières sorties. La première, Challengers de Luca Guadagnino avec Zendaya, Mike Faist et Josh O'Connor. L'histoire, pour pas la résumer, une simple histoire de fesses. C'est une lutte de pouvoir entre 2 garçons qui s'affrontent
sur les terrains de tennis et qui tombent amoureux tous les deux de la même femme. Voilà. Un jeu de séduction à 3, on va dire. C'est ça. Pour être beaucoup plus... Il y a une séquence trouble, tout le monde l'a vu dans la bande-annonce, mais sinon le reste... Encore, il mâche tout dans la bande-annonce. Il y a la version non censurée, c'est ça dans le film. Ah non, tu en vois un petit peu plus. Mais enfin, ça reste tout à fait bon enfant. Hein. Calmons-nous bien. Il y a beaucoup de scènes olé olé dans le film, mais voilà, il n'y a pas de quoi choquer. Et dans l'intrigue, donc, on en parlait la fois dernière avec Kevin, excuse-moi. Vas-y. Et ça ressemblait un peu peut-être au film de Woody Allen, Match Point. Pas du tout. Pas du tout. Non, parce que du coup, vu que tu as ce jeu de séduction entre deux hommes envers une femme, ça change. Des frangins, non, en plus? Non, pas du tout. Ah, j'ai cru. Ah non, ça aurait été encore plus dégueulasse. C'est pas le même angle, on va dire. Ça aurait été dégueulasse, le trouble avec les deux frangins. Ça, au bout d'un moment, ils sont prêts à tout, Hollywood. Hein. Non, mais d'ailleurs... Pas trop, non, justement. Ça dépend des films. C'est ça qui est amusant, c'est que, certes, du coup, il y a une attirance envers la même femme, mais aussi, on pourrait sous-entendre, et c'est légèrement sous-entendu pour tout le film, que les deux hommes ont une certaine bromance qui vire à la relation, qui pourrait aller plus loin. Ils s'auto-séduisent sans savoir, quoi. Voilà. À leur insu. Est-ce que finalement ils sont attirés par la même femme ou est-ce qu'ils sont pas finalement attirés par l'autre à travers j'ai bien fait de pas aller le voir. C'est très intéressant. Mais ça m'attirait, mais alors pas du tout. Et finalement, c'est le tennis. C'est le tennis. Parce que dans le tennis, qu'est-ce que tu as? On se renvoie la balle. Mais non, c'est deux raquettes et une balle. Non, mais vraiment, je voyais la bande-annonce là avec la musique de Rihanna. Ça joue à 2 ou à 4, mais pas à 3. Il y a une réplique. Il y a des répliques qui sont très très crues, mais qui sont vraiment pas très bien ressorties. Mais il y a une réplique que sort à un moment Zendaya qui explique que le tennis, le bon tennis, c'est une relation d'amour. Elle dit quand tu joues bien du tennis, quand tu as un échange vraiment ça peut être le parfait de beaucoup de sports entre nous et de la danse aussi par exemple. En fait, c'est que tu crées vraiment un moment magique et un lien quoi. Voilà. Et du coup, c'est intéressant de voir ce sport-là sous ce prisme. Et je dois avouer que le film a un rythme mais ultra trépidant. Alors c'est en plus grandement aidé par une musique très pop, très emmenée. C'est ce que je reproche justement à la bande-annonce avec le Rihanna et tout ça. La chanson de Rihanna n'est pas du tout dans le film. Ça me donnait absolument pas envie de voir cette histoire de fesses entre. Mais non, mais en plus Rihanna. Non, il faut pas le voir comme ça. C'est plus une histoire de pouvoir. Zendaya, elle a une tête de gamine encore. Enfin, je sais pas, il y a. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Elle a rien dans le côté, c'est pas une femme. C'est pas une femme, comment dire, avec une maturité de séduction. Voilà. C'est ce qui me gêne peut-être un peu dans ce truc. Après, le problème, c'est que elle fait trop jeune. Enfin, je vois ce que vous voulez. Oui, mais en fait, ça se joue sur plusieurs années. C'est ça le problème, c'est que ça joue. Il y a 17 ans. Hein. Voilà, c'est pour ça. Oui, mais justement, elle doit avoir quoi, 25-27 ans, Zendaya? Oui, je trouve qu'elle a 27-28. À mon avis, elle est plus jeune que ça. Non, je crois qu'elle a ça. Elle fait d'âge, on va dire d'apparence, 20 ans. Alors, si tu me dis que ça se passe... Là, elle a quel âge dans le film, à peu près? Elle joue... dans ses années ados. De 17 à 31 ans. Voilà, c'est ça. De 17 à 31 ans. Ouais, bon, à la rigueur, en la vieillissant un petit peu, 31 ans... Passe. Ça passe. Bon, franchement, ça m'a pas choqué. C'est quand même. Est-ce que ça amène à quelque chose, à une réflexion? Oui. Oui, ça amène une question sur le pouvoir, sur finalement. Est-ce que des fois on se met pas en couple par choix purement stratégique? Est-ce par que convention tout aussi, peut-être? Est-ce que tout le film n'est pas qu'une simple partie de tennis? Et d'ailleurs, le film est encadré par une seule et même partie de tennis, c'est-à-dire que les flashbacks sont dans la même partie de tennis. Et avec des rebondissements pour une histoire de tennis là, forcément. Et je pouvais pas la louper. C'est bien, et tu fais bien de parler de rebondissements, c'est qu'il y a plein de choix, en particulier sur la fin. On va dire que c'est le moment le plus épique du match de tennis, où la réalisation va vraiment jouer avec ce match-là, à fixer une caméra sur la balle de tennis et du coup avoir des moments assez virevoltants et tout. Et on est assez emballé par ce match. Hein. Alors franchement, c'est un très 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 bon film. N'en attendez pas non plus le chef-d'œuvre que beaucoup de gens ont crié avant que le film sorte. C'est un très bon film. Je trouve que Luca Guadagnino
dans Bones and All avec Timothée Chalamet sur une relation, c'était Twilight mais avec 2 cannibales. Et du coup c'était assez bien. Ça a porté malheur à Hermie Hammer ce film, non? Non, il était pas dedans. Mais par contre, je croyais que c'était celui-là, pardon. Non, c'était Call Me by Your Name. Ah oui. Mais Bones and All, je le conseille parce que c'était à la fois assez effrayant, à la fois assez beau. Enfin, il y a quelque chose d'assez dérangeant. Là, c'est juste vraiment un jeu de pouvoir assez fun, quoi. Mais autant Zendaya, on peut voir par rapport à Dune le rôle qu'elle avait, qu'il a certainement mis en lumière, je suppose. À moins qu'elle ait eu fait d'autres choses, mais ça m'échappe. Ça fait déjà un petit moment qu'elle est sur le devant de la scène. Ça fait depuis Spider-Man, on va dire. Ah, d'accord, oui. D'ailleurs, il y a une petite référence un peu marrante, c'est qu'à un moment, il y a sa fille qui dit Maman, tu peux regarder Spider-Verse? Elle dit oui, attends, je finis de discuter. Voilà. Et Josh O'Connor et Mike Fest, je sais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Josh O'Connor, il était dans le West Side Story de Steven Spielberg. Ah oui, oui, je vois. D'accord. Il joue très très bien. Et Mike Fest, c'est un acteur que vous pouvez voir dans je ne sais plus quelle série sur Netflix, mais qui apparemment est assez salué. D'accord. Voilà. Ah ben, je comprends pourquoi j'ai pas vu Josh O'Connor. Moi, il est hors de question de voir un remake de West Side Story. Hein. L'original étant pour moi même réalisé par Spielberg. Même par parce Spielberg. Non, c'est bien. J'arrive pas. J'adore l'original. Non, je suis trop attaché à ce film. Si un jour on a le temps, j'aimerais bien pouvoir en parler. Nous parlerons un jour des comédies musicales. Oui. Et dernière sortie, Back to Black, le biopic sur Amy Winehouse, réalisé par Sam Taylor Johnson, la compagne d'Aaron Taylor Johnson, qui avait aussi réalisé 50 nuances de Grey. Vous allez voir où je vais en venir. Oui, avec Marissa Abela, Jack O'Connell et Eddie Marsan. C'était un biopic bête et méchant de Amy Winehouse. C'est pas très intéressant. Le problème, c'est que le principal du film, c'est que, pour ma part, à aucun moment il n'a réussi à me faire attacher à ce personnage. Je la trouve antipathique du début jusqu'à la fin, puisque dès le début elle parle très mal avec les membres de sa famille. Déjà elle a un comportement autodestructeur très rapidement dans le film. Ce qui devait être le cas dans la réalité, très certainement. Voilà, mais enfin, oui et non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'apparemment il y a beaucoup de faux, beaucoup de bêtises dans ce film. Chaque fois qu'il y a un biopic, il y a tout un tas de gens qui prennent parti pour dire non, c'est pas vrai. Voilà. Les autres qui disent au contraire. Et donc du coup, alors certes, il y a pas mal d'émotions sur la fin où elle est souvent très seule et les instants de solitude sont assez bien réussis, assez jolis, et voilà, on arrive un peu à rentrer dans sa dépression. Mais tout le reste du film c'est centré sur cette relation toxique qu'elle avait eue avec son mari, parce qu'ils vont jusqu'à se marier. Mais bon, vu que lui et elle sont autant tous les deux particulièrement dangereux, on a envie de dire, il n'y en a pas un plus que l'autre. Voilà. En fait, c'est un peu vain, creux, et j'ai vraiment pas du tout. Il y avait assez de choses à raconter, tu vois, par rapport à Amy Winehouse. Entre nous, est-ce qu'elle a vraiment autant marqué la musique que ça, quoi? Je veux dire, est-ce que à l'heure actuelle, en 2024, ça fait quoi, une dizaine d'années là? Apparemment, si. Elle a marqué parce que. Non, mais avec tout le respect que j'ai, est-ce qu'on s'en fout pas un peu d'Amy Winehouse? Un peu. Je suis d'accord avec. Je pense, mais après, elle reste quand même une figure, et de par son destin, elle va rester une figure de cette période-là, indéniablement. Comme on a eu Kurt Cobain, parce qu'elle a marqué très très rapidement, en très peu de temps, par une voix singulière et des paroles qui étaient quand même assez rentre dedans, assez direct. Mais elle a surfé un peu sur le côté classique de musical. D'ailleurs, elle n'a pas inventé un style musical, mais moi je suis très très fan de ce style-là, entre parenthèses. Elle est très jazz, elle le dit. Donc très jazz, très soul, on va dire. Peut-être. Oui. Et en fait, oui, ils veulent en faire une rockstar un petit peu à l'image de d'autres, comme tu disais, Kurt Cobain ou d'autres grandes stars de la pop. Mais bon, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est un petit peu vain de faire un film sur sa vie, parce que je vois pas ce qu'elle a de très transcendant. Mais bon. En fait, c'est triste à dire, mais son côté, sa carrière musicale est très intéressante. Bien sûr. Mais on réécoute ses disques. Mais sa vie privée n'est pas plus florissante.
passionnante que d'autres chanteuses. On a déjà vu des biopics qui ont connu le même destin, quoi. Jake O'Connell sort un peu du lot ou pas? Oui, tête à claque. Hein. Oh là là. Comme dans beaucoup de ces rôles. Ah ouais, non mais franchement. Dès qu'il y a la racaille à jouer, c'est un peu lui. Non, celui avec qui on a. Rappelez-moi dans quoi il joue, parce que je vois pas du tout. Il avait été à la base connu dans Skins, la série. Oui. Invincible de Angelina Jolie. Oui, c'était le rôle principal d'Invincible. J'arrive pas à voir. Il était dans 300 numéro 2. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre comme film? Mais par contre, celui que je trouve qu'on a un peu d'attachement dans le film, mais apparemment, ce serait pas vraiment vrai. C'est celui qui joue le père d'Amy Winehouse, c'est qui est interprété par Eddie Marsan, qui joue aussi Lestrade dans les Sherlock Holmes et tout ça. Ah oui. Et qui a une bonhomie de base. Et puis si, il y a la présence quand même de Leslie Manville, qui est une immense actrice et qui incarne la grand-mère d'Amy Winehouse. D'ailleurs, ça fait un peu rire de savoir que la grand-mère c'est Leslie Manville et le père c'est Eddie Marsan, alors que en termes d'âge on est kiff-kiff. Hein. Mais Leslie Manville, vraiment, à chaque fois, en termes d'émotion, elle envoie le paquet et vraiment elle est impressionnante. Mais ça, c'est parce que c'est une très très grande actrice. Voilà, donc je vous conseille chaudement Challengers, Back to Black. Ben, si vous n'êtes pas fan d'Amy Winehouse, à boire ou à manger. Évitez, franchement. Ah oui. Donc c'est le cas de le dire. Voilà. Eh bien, écoutez, on va faire une deuxième pause musicale avant de passer notre focus sur Ryan Gosling. Et vu que nous allons parler de ce grand acteur, nous allons écouter City of Stars, mais version Ryan Gosling et Emma Stone. C'était la musique du générique de fin de La La Land. On revient tout de suite après. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com, et c'est la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique avec Guillaume, Vincent et Kevin. Oui, nous sommes toujours là. Effectivement, je confirme. Du coup, nous avons parlé des sorties de la semaine, nous avons parlé de nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Il est temps de parler de notre focus consacré à l'acteur Ryan Gosling. Oui, tout à fait. Alors, j'ai essayé d'être le plus synthétique et complet possible. Donc, Ryan Gosling, acteur parmi les plus prometteurs de sa génération, je pense que vous serez tous d'accord. Il affiche une carrière remplie de succès commerciaux et des projets plus intimistes. Donc, Ryan Thomas Gosling, né à London en Ontario, est élevé au sein d'une famille mormone. Son père Thomas Gosling est d'origine canadienne-française et se destine d'abord à une carrière de danseur. Mais il est engagé en 1993 à l'âge de 12 ans par l'émission de télévision américaine The Mickey Mouse Club, aux côtés évidemment de Britney Spears, Christina Aguilera et Justin Timberlake. Je pense que l'anecdote est assez connue. Oui, puis il y a pire comme génération. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Il est resté très copain avec Timberlake, visiblement. Oui, c'est ce qui me semblait. Oui. À la suite de ses débuts d'acteur en 91, Ryan Gosling enchaîne quelques apparitions à la télévision dans les séries canadiennes et américaines, puis endosse le rôle d'Hercule dans la série Young Hercule de 98 à 99. C'est très mauvais. J'avoue que j'ai jamais eu la chance de voir cette série-là. Moi, j'avais vu la série Hercule avec Kevin Sorbo, qui est très mauvaise également. La série Xena. Quand on était gamin, Xena, oui, mais Hercule, c'était nul. C'est un côté un petit peu humoristique même quelque part. Maintenant oui, parce que quand tu vois les effets spéciaux, tu fais wow. Et tout ça a été produit par Sam Raimi, ne l'oublions pas. Eh oui. Oui, en plus il a un physique de cure-dent, on va dire. Oui. Dans le Ryan Gosling, oui, tout à fait. Là, il est vraiment tout petit, tout blond. Enfin bon, bref. En 2000, donc, Ryan Gosling apparaît pour la première fois sur grand écran dans le film de Buzz Yakin, produit par Jerry Bruckheimer, Le plus beau des combats. Je vous conseille d'ailleurs. Il est disponible sur Disney+, où il interprète un jeune joueur de football américain dans la première équipe de Virginie recrutant des hommes noirs, les Titans. Mais il joue un petit con dans mes souvenirs. Oui, c'est un petit con, oui, tout à fait. Mais le rôle principal reste Denzel Washington. Excellent. Oui, le film, franchement, est à voir. Il est sur Disney+, oui, si je ne m'abuse. Très charismatique, Denzel Washington. Oui. Très sympathique. De 2002 à 2004, il incarne des personnages tourmentés, un meurtrier sûr de lui face à Sandra Bullock dans Calcul meurtrier, de Barbara Schroeder, puis un adolescent énigmatique dans le drame The United States of Leland de Matthew Ryan Hogg aux côtés de Don Cheadle. En 2004, l'acteur tourne ensuite sous la direction de Nick Cassavetes dans N'oublie jamais, qui fonctionne toujours autant si vous voulez passer une soirée romantique avec avec votre conjoint, avec Rachel McAdams, donc un drame romantique sur l'amour éternel à travers la maladie. Je n'en dis pas plus, qu'il leur vaudra de nombreux prix du public. Et beaucoup de paquets de mouchoirs. Hein. C'est un peu la consécration de Ryan Gosling dans ce registre-là. Mais
t'as omis un film qui, pour lequel, a priori, ça a vraiment été un tournant pour lui. Il joue le rôle d'un néo-nazi juif dans Danny Balint. Oui, tout à fait, mais j'ai dû synthétiser un petit peu parce que j'ai jamais entendu parler de ce film. Et apparemment, c'est un film très, très, très marqué et marquant pour la carrière parce qu'il pour le coup, il a vraiment pris d'énormes risques et sortant d'un registre Mickey Mouse, et puis se retrouver dans ce registre de film, c'est assez étonnant. Et là, vraiment, c'est un rôle un peu, constructeur, un peu formateur de sa prochaine et future carrière d'acteur, quoi. Tout à fait. Alors, je poursuis juste. Donc, en 2006, il incarne un enseignant de banlieue qui sombre dans la drogue dans Half Nelson de Ryan Fleck, ce qui lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur qu'il perdra face à Forest Whitaker dans Le Dernier Roi d'Écosse. Vous conseille également si vous n'avez pas vu. Normal. Superbe. En 2007, il endosse le rôle d'un ambitieux procureur adjoint chargé de prouver la culpabilité de Ted Crawford dans le film La Faille ou The Fracture. J'ai pas vu. Honnêtement, j'avais pas accroché des masses. Visiblement, le film était moyennement accueilli, mais on lui cite quand même comme l'un des acteurs les plus convoités avec ses airs d'ange déchu et son phrasé marmonnant. Il impose un style nouveau à Hollywood. Si nouveau que ça ? Visiblement, c'était un petit renouveau. Parce que moi, je trouve qu'il fait beaucoup dans le registre de James Dean entre nous. Hein. Oui, mais justement, James Dean, c'est pas nouveau, quoi. Ouais, mais c'est vieux. D'accord. Donc techniquement, ça renouvelle quand même le genre. Ouais. L'année 2011 donc permet à Gosling de se faire connaître mondialement et du grand public. En effet, il joue dans 3 longs métrages qui font de lui un sex symbole dans la comédie Crazy Stupid Love que on recommande également. Il forme un couple glamour avec la jeune actrice Emma Stone et donne la réplique à Steve Carell. Il change ensuite de registre en incarnant un conducteur mystérieux et taciturne dans le film noir Drive réalisé par Nicholas Winding Refn qui reçoit le prix de la mise en scène lors du Festival de Cannes. Un véritable hold-up ce film puisque je crois que personne ne serait allé le voir si les gens ne s'étaient pas imaginé voir un Fast and Furious. C'est vrai. Donc c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a eu procès. Il y a eu procès parce que les gens pensaient aller voir justement un film de voiture à la Fast and Furious. C'est quand même mieux, je pense. Largement, oui, mais il avait été vendu. Il a été très bien vendu pour moi, je pense. Trop bien vendu, peut-être. Ouais. Et il est dirigé également par George Clooney dans le thriller politique Les Marches du pouvoir et il incarne un jeune adjoint idéaliste participant à la campagne d'un homme politique américain que je n'ai pas vu personnellement celui-là. À découvrir peut-être. En 2013, il est à l'affiche de 3 films dans lesquels il retrouve d'anciens collaborateurs. Il est d'abord à la tête d'affiche d'un drame qui réunit Bradley Cooper et Eva Mendes, The Place Beyond the Pine de Derek Cianfrance, si je ne dis pas Cianfrance, ouais. C'est génial ce film, vraiment à voir. Excellent film à voir, vraiment, je vous le conseille, celui-là, c'est là où en plus il a rencontré Eva Mendes, qui est toujours sa femme, Eva Mendes. Avec laquelle il a eu 2 enfants. Tout à fait. Et j'aimerais bien qu'il nous la rende un petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma, Eva Mendes. Justement, il l'a rendu parce qu'il a fait une petite pause entre-temps pour le film Lost River qui a été présenté à Cannes en 2014, qui s'appelle je l'ai dit Lost River, donc où il met en scène sa femme, mais aussi Christina Hendricks, Saoirse Ronan et Matt Smith et Ben Mendelsohn. Et toi, tu l'avais vu, tu as dit que c'était pas génial justement. Oui, mais moi parce que c'est très à la Winding Refn et je suis pas très fan de Winding Refn. Alors, moi je apprécie plutôt bien, sauf Only God Forgives. Ça c'est pas possible. Mais bon, oui, celui-là, c'est vrai que c'est pas possible. Par contre, il fait partie évidemment de la distribution prestigieuse de The Big Short aux côtés de Brad Pitt et Christian Bale, le film satirique d'Adam McKay. D'ailleurs, si vous voulez comprendre la crise des holdings de 2008. Des subprimes. Oui. Une excellente scène avec Margot Robbie dans son bain avec une flûte de champagne qui vous explique tout ça, c'est formidable. 2016, il revient avec Shane Black, avec The Nice Guy et Russell Crowe. Très drôle. Mais je ne l'ai pas vu celui-là. Excellent. Je l'avais attaqué, puis je sais que je l'avais pas fini. Et par contre, il retrouve pour la 3e fois Emma Stone et c'est donc la comédie musicale avec La La Land sous la direction de Damien Chazelle et il obtient pour ça le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie. Et toi, je sais que tu es friand de La La Land. Oui. Je suis moins fan. Vous n'aimez pas. Je l'avais vu. Non, je sais pas que je l'aime pas. C'est que je trouve ça un peu fade, un peu plat. Voilà. Ça fonctionne pour moi. Mais je préfère son First Man, par exemple, avec Damien Chazelle. Ah oui. Mais bon.
En 2017, il incarne le personnage principal de Blade Runner 2049, la suite de Blade Runner de Ridley Scott. Et dans ce film de science-fiction mis en scène par le cinéaste canadien Denis Villeneuve, Gosling donne la réplique à Harrison Ford qui reprend son rôle mythique de Rick Descartes. Et en 2018, comme on en a parlé, il enchaîne avec First Man où il y incarne Neil Armstrong. Petite pause, après on le retrouve en 2022 où il incarne un agent de la CIA dans le film d'action The Greyman d'Anthony et Joe Russo. C'était pas terrible ça. Netflix. Oui, mais qui va avoir une suite très prochainement. Mais c'est pas possible. Oui, et c'était vraiment moyen. Ah ouais. Et en 2023, bien évidemment, il joue Ken dans le film Barbie de Greta Gerwig et participe également à la bande originale en interprétant la chanson satirique I'm Just Ken. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la carrière de Ryan Gosling, un acteur important, multiples facettes. Oui. Est-ce que vous, il y a un rôle en particulier qui vous a marqué de cet acteur? Moi, j'adore personnellement les rôles silencieux, taciturnes. Ça, c'est ma cam. Il est un petit peu dans ce registre-là dans beaucoup de ses films. C'est pour ça que je te disais qu'il ressemble quand même beaucoup à James Dean. Il a un côté un peu Brad Pitt aussi, dans le côté esthétique, on va dire. Ouais, mais pas. Je ne mettrais pas dans la même catégorie que Brad Pitt, tu vois. Moi, mon préféré, par exemple, avec lui, j'ai fait mon petit top, mon cher Kevin. Ça va te plaire. J'ai fait le premier Blade Runner 2049 pour moi. Moi, je dirais Drive et Blade Runner 2049. Drive est en deuxième, moi. Ah bah, tu vois. Voilà. Et toi? Oui, je vous laisse deviner qui c'est qui est en tête. La La Land. Alors, voilà. N'oublie pas que. Alors, La La Land est en quatrième. And the winner is. Je pense que je vérifie. Alors, figure-toi que le top 3, c'est Blade Runner, First Man et La La Land. D'accord. Moi, c'est Blade Runner, Drive, First Man, La La Land, et j'ai mis N'oublie jamais. En même temps, c'est pas très objectif ce que je dis parce que je ne connais pas tant que ça la filmographie de Ryan Gosling. Je m'y suis attaché là parce qu'on allait en parler. Et en tout cas, j'ai découvert un gars qui était vachement éclectique et diversifié dans sa manière de jouer, puis dans des registres très différents. Hein. Et pour avoir fait aussi le réalisateur. Et je pense qu'il a trouvé ses lettres de noblesse, même si il a réussi d'ailleurs à en sortir du club de Mickey Mouse. Mais ça lui a permis de jouer la comédie, de chanter, de danser. Donc c'est finalement une pas si mauvaise école que ça, à mon sens. Bon, c'est qu'il a su faire les bons choix à un moment. Il avait besoin aussi de se détacher de cette. Il a commencé jeune. Hein. Il a fait un peu le virage aussi de Leonardo DiCaprio, je pense. Après, N'oublie jamais. Il a fait à peu près la même chose, tu vois. DiCaprio, quand il avait fait Titanic, il avait un peu cette image de Minet, jeune premier, tout ça. Les filles, l'homme que les filles adorent. Et il avait un peu cette image-là, je pense, un peu après N'oublie jamais, et le virage avec Wedding Refn a été peut-être salutaire à le faire basculer dans des trucs plus violents, plus sombres. Et l'autre virage qui a été salutaire pour lui, je pense, c'est le virage qu'il opère actuellement, parce que son retour à des choses. Il avait finalement après cette image de mec un peu taciturne, qui fait la très antipathique, et je trouve que c'est The Nice Guys qui lui a fait beaucoup de bien, la comédie d'action avec Russell Crowe de Shane Black, parce que du coup on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui manquait pas d'autodérision et qui a pas peur du ridicule. Ça s'est confirmé avec Ken, avec Barbie, et je pense qu'avec le film que nous allons voir ce soir, Jean Guillaume, Fall Guy, je pense que ça va se confirmer aussi que c'est quelqu'un qui du coup ne se gêne pas à jouer de son image. Oui, voilà. Tout à fait. Je pense que c'est le bon moment d'ailleurs dans sa carrière. Mais là il revient, parce que je pense qu'il était un peu en perte de vitesse, et là il revient un petit peu dans les standards plus hollywoodiens, quoi, dans les choses plus grand public. Oui. Il est pris de réels risques. Encore une fois, je reviens là sur ce film là que je ne connais pas. Hein. Moi non plus. Mais j'ai découvert ça en voyant un documentaire sur Ryan Gosling qui un peu par hasard. Hein. C'était vraiment pas pour sur Arte, la soirée. C'est ça, hein. Voilà, c'est ça sur Arte. Excellent. Et il parlait de ce film dans d'Ali Balint, The Believer. Donc le titre est d'Henry Bean. Et vraiment, moi je trouve que c'est effectivement, là, il s'est carrément mis en danger dans ce film-là parce qu'il interprète le rôle un peu controversé d'un juif qui devient néo-nazi et qui tourne à au côté extrême des choses, et c'est assez étonnant. C'est vraiment, et là on voit à la Edward Norton. Voilà, tout à fait. Il a un petit côté Edward Norton, effectivement.
En moins chiant, j'espère, parce que Edward Norton est réputé pour être un casse-bonbon de première. Au contraire, il est très apprécié apparemment. Oui. C'est quelqu'un qui est très apprécié, Ryan Gosling. Edward Norton, si tu veux savoir sa véritable personnalité, visiblement, il faut regarder Birdman, parce qu'il dans Birdman, visiblement, donc il joue le rôle d'un acteur qui complètement déstructuré. Oui, déstructuré, qui emmerde vulgairement tout le monde, et visiblement, qui finit à l'hôpital psychiatrique. C'est ce qui, je crois. Sûr. Non, enfin, il a fait des séjours, je crois, non, c'est pas ça? Non, je crois pas. Enfin, je me rappelle plus exactement. Pas vu depuis 10 ans. Mais en tout cas, visiblement, c'est si vous voulez le rôle qui correspond le plus à la personnalité d'Edward Norton, c'est dans ce film. D'accord. Enfin bon, moi je m'attache à la qualité de l'acteur. Edward Norton, c'est un très bon acteur pour moi. Oui. C'est quelqu'un qui s'investit complètement, peut-être même beaucoup trop dans ses rôles. C'est ce qui lui porte préjudice, parce qu'après il se mêle un petit peu de là où il devrait pas se mêler. J'avais entendu parler de ces anecdotes-là. Mais Ryan Gosling, par contre, ce qui est assez appréciable et finalement dont on très peu parler, c'est que c'est quelqu'un qui aime beaucoup revenir aussi aux choses essentielles. On a entendu justement dans le documentaire sur Arte l'anecdote que entre beaucoup de ses rôles, il décide de retourner travailler dans des fast-food juste pour redescendre un peu de son piédestal, le ramener sur terre. Ce qui est éminemment sympathique, effectivement, quand on entend parler de ce genre de choses. Et il y avait aussi dans le documentaire une scène assez particulière où quelqu'un filme dans la rue une algarade entre deux personnes et lui il intervient pour calmer les gens et les gens au départ n'identifient pas complètement Ryan Gosling et puis peu à peu dit c'est Ryan Gosling et tout. Non, c'est pas vrai. Mais si c'est lui et tout. Ça peut pas être lui, ouais. Alors moi j'aime bien ce genre d'anecdote parce que c'est un peu comme celui qui joue Keanu Reeves, celui qui est assez réputé aussi pour être plutôt dans un bon karma, je sais pas comment très sympathique et tout ça. Ryan Gosling a aussi cette facette-là manifestement auprès du public et aussi il est très adulé par les femmes apparemment, qu'il aime bien. Alors il a un physique avantageux. On comprend pourquoi. En effet. Tu confirmes? Il n'a pas que ça. Il a une écoute et une approche de ce que disaient d'ailleurs certaines femmes qui avaient joué avec lui, qui avait été sa partenaire dans certains de ses films ou dans les séries qu'il a interprétées dans son plus jeune âge, qui parlait de ça, effectivement. Pour faire un petit parallèle avec Zendaya, tout à l'heure, elle aussi avait fait partie du Mickey Mouse Club. Bien sûr. Elle a eu ce besoin aussi ils ont à peu près tous le même cheminement. S'ils s'en sortent, parce que. Et s'ils sont intelligents, je dirais. Non, parce que, je sais pas si c'est une histoire d'intelligence, mais c'est une histoire de bon choix. C'est une histoire de bon choix, parce que là, justement, ils arrivent à se détacher de cette image Mickey Mouse Club. Après, il y en a qui le font plus ou moins bien, qui tombent dans la drogue et tous les travers un peu plus ou moins bien du star system. Oui, non, mais en général, c'est ce qui se passe. En général, ils finissent soit camés à 18, 20 ans, ou alors ils opèrent des bons choix, un peu comme Zendaya ou Ryan Gosling. Ils sortent de ces rôles un peu lisses qu'on leur attribue dans le cadre de cette organisation-là. Voilà. Et je pense qu'il faut une certaine sensibilité, une certaine intelligence. Il faut réussir à malgré tout casser son image. Ouais. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que la première star de Disney dans les années 50, c'était Bobby Driscoll, qui est allé jusqu'à prêter sa voix à Peter Pan, mais qui était aussi présent dans tous les films. C'était Danny le petit mouton noir, Mélodie du Sud et tout ça. C'était Kurt Russell aussi qui avait fait ça. Oui. Mais alors, Kurt Russell après, Bobby Driscoll, c'était la première grande star qui avait signé un contrat chez Disney, et il a fini complètement dans la drogue. Il est mort avant ses 40 ans. Enfin, voilà, c'est pour dire que l'école Disney est peut-être une bonne école, mais un double tranchant. Si on faisait un parallèle rapidement sur les chanteurs que je citais tout à l'heure, Britney Spears, ça a un peu parti en cacahuète, Christina Aguilera aussi. Justin Timberlake, pour parler de lui. Oui, lui, ça en est bien tiré. C'est pas trop mal. Et moi, on évoquait la dernière fois avec Kevin le film Out of Time. Time Out, ouais. Time Out. Que moi, j'apprécie bien. Je trouve que c'est léger, c'est pas non plus un grand film j'aime bien ce réalisateur, réfléchi. Mais il jouait plutôt pas mal et j'ai bien aimé ce scénario-là, en tout cas.
Eh ben écoutez, je pense que on est tous d'accord pour dire que Ryan Gosling est un grand acteur et qu'il en a encore sous la botte. Il a encore le temps. The Fall Guy, on n'en parle pas. On l'a pas vu encore. On l'a pas vu. Vous avez vu un peu les bandes annonces ou pas? Parce que moi j'en avais vu pas mal. Oui. C'est l'adaptation du coup de la série L'homme qui tombe à pic. Cold Seavers. Donc cette fois-ci un petit peu plus. C'est plus de ma génération que de la vôtre, ça. Hein oui. moi, j'étais très fan de la série. D'accord. Cold Seavers. Je t'avoue que sur des séries de ces années-là, j'ai quand même commenté devant L'homme qui va être en milliard, Super Jamie, tout le petit. Effectivement. Ouais. Donc c'est bien. Dimanche après-midi sur M6. Et oui. Toi-même tu sais. Oui. Moi c'était plus l'agence Touriste l'agence Touriste aussi. Et compagnie. Chapeau melon et bottes de cuir. Les Thunderbirds. Ma sorcière bien aimée. Enfin bref, voilà. Mais du coup, oui, c'est un film d'action comédie, The Fall Guy, où du coup un cascadeur est chargé de retrouver un acteur qui a disparu. Et voilà. Et donc ça va le mettre dans plein de péripéties. Je sais pas d'où sort au milieu de tout ça, la relation d'amour avec la réalisatrice, je sais pas comment ça va s'articuler. C'est le fil conducteur, on va dire, pour ça, mais c'est plus un film à prétexte à faire des cascades, d'après ce que j'ai cru comprendre, et à rendre hommage aux cascadeurs. David Leitch est un ancien cascadeur. Voilà. C'était la doublure de Brad Pitt. Et oui, c'est la doublure de Brad Pitt. Et il avait réalisé avec... Dans Fight Club, justement. Voilà, et il avait réalisé avec Chad Stahelski, l'ancienne doublure de Keanu Reeves. Il a réalisé le premier John Wick, puis ensuite David Leitch a ensuite réalisé il en a fait beaucoup. Deadpool 2, Bullet Train, Hobbs & Shaw. C'est lui qui a fait Atomic Blonde aussi. Et Atomic Blonde que j'adore. Il y a une très bonne... c'était Leitch. Ouais. C'est David Leitch. Très bon rythme dans ses films d'action, je trouve, et ça marche, quoi, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Oui, puis là, le film a une durée de 2 heures, donc généralement, on se dit, il y aura pas 10-20 minutes de trop, donc normalement, ça devrait être... bien concentré, ça devrait être sympa. Ça dure combien? 2 heures? 2 heures. 2 heures. Bon, on verra. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a tout dit sur Ryan Gosling. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, toujours sur Radio Grand Lac. Côté programmation, demain sur Radio Grand Lac, il n'y a rien. Parce que c'est la fête du travail. Oui, reposez-vous. Voilà. Sortez. Enfin, je crois qu'il fait beau demain, d'ailleurs. Aucune idée. C'est nuageux, je crois, nuageux. Il nous manque un monsieur météo, c'est ça qui nous manque. Sinon, portez-vous bien, à la semaine prochaine et surtout, allez au cinéma. À bientôt. Ciao.